Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je voulais parler de cinéma avec vous sur cette chaîne et je me suis dit qu'avec la réouverture récente des salles, ça pourrait être l'occasion idéale que j'aille voir 3 films chaque semaine au cinéma et qu'en fin de semaine, je vous en fasse tout simplement mon débrief, ce que j'ai pensé des films, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins bien aimé et si je vous recommande ou non d'aller voir les films en salle. Donc cette semaine, je suis allé voir Le Dernier Voyage, Adieu les cons et The Father. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, franchement ça ferait chaud au cœur. On va commencer tout de suite par Le Dernier Voyage, réalisé par Romain Quiro. 7 jours, 168 heures, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. C'est normal d'avoir peur. Donc Le Dernier Voyage, c'est le premier film de Romain Quiro qui se déroule dans un futur proche sur Terre où un astre, plus précisément la Lune Rouge dans le film, s'apprête à rentrer en collision avec la Terre. Donc l'humanité n'a plus que 5 jours avant de se voir disparaître simplement. Seul un astronaute, Paul W.R., du coup le héros du film, est capable d'aller dans l'espace et détruire cette Lune Rouge. Mais lui, Paul, il n'a pas envie d'aller détruire cette lune, il préfère fuir ses responsabilités, prendre la route et essayer de trouver une forêt qu'il aurait dessinée quand il était petit dans son cahier. Quand il était petit, il a eu une vision, il s'est dit cette forêt c'est la seule arche, la seule porte de sortie pour l'humanité et je dois trouver cette forêt. Le film va se présenter un petit peu comme une traque entre les forces de l'ordre qui vont essayer de rattraper Paul pour l'emmener justement dans l'espace et Paul qui lui de son côté va fuir ses responsabilités et va essayer de trouver cette forêt. Et on se dit, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que la Lune va vraiment frapper justement cette Terre? Donc c'est pas mal de mystères, un thème assez science-fiction. Et sur le papier, ça rend vachement bien. On pourrait se dire, c'est cool, un film français qui tente de la SF, un petit peu à la Mad Max ou à la Blade Runner. Alors sur le papier, ça paraît vraiment bien. Dans les faits, moi je connaissais rien du tout avant d'aller voir le film. J'ai été beaucoup déçu par le film. Je viendrai sur les points négatifs juste après. On va quand même commencer par les points positifs et ce qui m'a plu dans le film. Alors déjà, faut noter que le film est beau. J'ai beaucoup aimé la qualité d'image dans le film. J'ai pas trouvé les plans super originaux, mais j'ai trouvé la colorimétrie et la lumière vachement belle dans le film. On a beaucoup de scènes, notamment filmées en extérieur, dans des grandes vastes étendues désertiques, où la lumière du coup tape nos personnages de plein fouet. Et on peut noter par exemple que le gentil, Paul, dans le film, est éclairé de côté. La partie gauche de son visage va être à l'ombre, et le méchant, ça va être l'inverse. Toute la partie droite de son visage va être dans l'ombre et la partie gauche éclairée. Et on a tout le temps dans le film cette notion de dualité entre deux personnages, entre le méchant et le gentil. On va aussi avoir des jeux de lumière, notamment quand les scènes sont filmées en intérieur, où les lumières pénétreront à travers des fins filets de lumière, à travers des persiennes ou des carreaux tout simplement. Et on va se rendre compte que même la lumière se met à manquer. On a l'impression que la lumière se met à disparaître elle aussi petit à petit, masquée par cette fameuse lune rouge justement. Et j'ai trouvé ça vachement intelligent justement de mettre la lumière comme ressource au sein du film. Qui dit belle lumière dit forcément des couleurs vachement agréables. Et c'est vrai que les couleurs dans ce film sont vraiment notables. On va avoir des rouges très vifs, on va avoir des bleus assez profonds avec des teintes ocre vachement oppressantes. Et un point que j'ai noté, c'est que pendant tout le film, la couleur verte est quasiment absente. La seule fois où on va voir du vert, c'est justement sur ce cahier de Paul W.R. avec cette fameuse forêt. Donc j'ai trouvé ça vachement intelligent de la part de Romain Quiro et de son équipe artistique de choisir ces couleurs-là. Après par contre, j'ai eu un petit peu plus de mal sur les flashbacks. Un truc que j'ai noté, c'est que c'est un peu dommage d'avoir choisi la facilité de les mettre en noir et blanc. J'ai vraiment l'impression d'avoir été un gamin de 8 ans à qui on tenait la main, à qui on disait tiens regarde, ça c'est un flashback, regarde les personnages ils sont jeunes mais en plus je te le mets en noir et blanc pour bien que tu comprennes que c'est un souvenir. J'aurais pu deviner de moi-même. Pourtant le film s'en sort très bien avec un flashback filmé entièrement en couleur et les deux seules couleurs dans ce flashback sont le bleu et le rouge. J'ai trouvé ça vachement subtil, surtout que les couleurs vont bien ensemble. Je me suis dit c'est dommage de ne pas en avoir profité et justement faire une dominante de couleurs bleu et rouge pendant chaque flashback. Surtout que les plans sont jolis quand ils sont en couleur. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir exploité ça. De manière générale, c'est vrai que le film m'a plu visuellement. J'ai noté quelques plans qui m'ont plu, comme notamment dans une scène, un moment où Paul est de dos et au loin on voit un navire de guerre échoué dans un désert. J'ai trouvé ça sympa de montrer les conséquences du fait qu'il n'y ait plus d'eau, plutôt que de dire les océans sont asséchés. Un petit truc marrant, c'est que le film ouvre justement sur un plan où on voit la tour Eiffel en arrière-plan, histoire de bien situer qu'on se trouve à Paris. Et la tour Eiffel est allongée au sol à l'arrière-plan et la tour Eiffel a l'air ridiculement petite. Elle a l'air de faire 20 mètres, 30 mètres et je me suis dit là ça marche pas.
Donc c'était le seul cas que j'ai noté comme ça où vraiment il y avait une grosse dissonance visuelle. Sinon tout le reste du film visuellement était vachement sympathique et c'est quasiment le seul point que j'ai noté positif sur le film. Du côté des acteurs, c'était un petit peu la douche froide de mon côté. J'ai trouvé les acteurs très peu charismatiques pendant le film et j'ai trouvé leurs lignes de dialogue vraiment creuses. Il n'y a pas beaucoup de punchline dans le film, de citations assez pertinentes, pourtant le film se veut un peu dramatique. On se souvient vraiment d'aucun dialogue une fois qu'on quitte la salle. Et de manière générale, l'histoire en elle-même n'est pas très cohérente. On va avoir beaucoup d'incohérences, je trouve, dans le film, notamment les personnages qui se déplacent en voiture volante pendant tout le film. On va avoir une bonne heure du film où le personnage se déplacera dans sa 504 volante à 30 km/h en plein milieu d'un désert. Et d'un coup, au bout d'une heure de film, on se dit, bah tiens, en fait, on peut appuyer sur ce bouton, décoller et voler à 200 km/h. Et là, je me dis, bah si tu cherches à fuir, bah autant fuir rapidement, autant profiter de cette fonctionnalité pour partir vite dès le début. Je vous spoil pas les éléments majeurs de l'intrigue, mais il y a pas mal de portes qui sont ouvertes dans ce film et très peu sont refermées. Et à la fin de l'histoire, on est vraiment un peu déçu d'avoir vu, je pense, 1h30 d'histoire qui se conclut pas vraiment. La conclusion est un peu abrupte, j'ai trouvé, et la fin laisse un peu à désirer. C'est pas le genre de film que je recommanderais à tout le monde, c'est-à-dire que généralement quand on aime regarder un film, on l'aime pour son histoire, on l'aime pour les sentiments que le film nous laisse, et ce film m'a laissé vraiment amer, très peu de sentiments, même quand le film se veut triste, j'ai pas ressenti de tristesse, et quand le film tente de faire de l'humour, j'ai pas non plus senti que le film était très drôle, donc c'est vraiment pas un film que je recommande de voir. Il y a d'autres films meilleurs en salle actuellement que je pourrais vous conseiller, comme notamment le prochain film dont on va parler tout de suite, Adieu les cons de Albert Dupontel. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrappée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Adieu les cons, la dernière petite merveille d'Albert Dupontel qui, après Au revoir là-haut, a enchaîné encore plus fort, j'ai trouvé, avec ce film. Adieu les cons, c'est l'histoire de Suze Trappet, une femme qui, lorsqu'elle avait 15 ans, a donné naissance à un enfant sous X et n'a pas voulu le garder justement, en a laissé la garde et a grandi au fil des années. Et on la retrouve maintenant à l'âge de 45 ans à peu près, gravement malade. On apprend au début du film qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Et alors lui vient l'idée de retrouver son enfant. Sauf que Suze n'est administrée nulle part, n'a aucun fichier numérisé, ne sait pas comment s'appelle son enfant, n'a aucun indice d'où se trouve son enfant. Et Suze va faire la rencontre de JB, un ingénieur en informatique qui travaille pour la sécurité du ministère de l'Intérieur. JB a mis en place un système permettant de relier tous les fichiers, les comptes, les logiciels de chacun partout dans le territoire français. Et ensemble, ils vont partir à l'aventure justement pour retrouver cet enfant qu'a eu Suze 30 ans en arrière. C'est un film hyper drôle, hyper triste, hyper poétique. On va avoir le droit à des scènes vraiment émouvantes entre justement Suze, interprétée merveilleusement par Virginie Efira, et JB, interprété par Albert Dupontel. Le film a vraiment un scénario assez simple, mais l'univers tout autour du film est vraiment extravagant et j'ai adoré la mise en scène. On va avoir beaucoup de scènes justement avec des running gags durant tout le film. Justement, JB et Suze vont rencontrer un aveugle et l'aveugle va les guider, justement, va les aider à retrouver cet enfant. Et je trouve qu'il y a énormément de gags qui sont faits autour justement de cet aveugle. Notamment, à un moment, les deux personnages doivent espionner quelqu'un. Et qui se charge de faire la garde, c'est l'aveugle bien sûr. Ça n'a aucun sens, mais ça passe super bien. J'ai trouvé que le film se voulait vraiment sans prise de tête pendant 1h30, je crois le film dure 1h30. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis dit, les scènes s'enchaînent vraiment à merveille, le rythme est parfait. Et les interventions des personnages sont vraiment bonnes pour le coup. Le film nous fait l'honneur d'accueillir le Palma Show pour une scène vraiment mémorable, la scène des archives où nos deux personnages sont vraiment hilarants. Dans cette scène, j'ai vraiment rigolé dans cette scène et je me souviens que la salle avait beaucoup rigolé aussi. On a aussi du Kian Kojandi qui arrive à un moment totalement hasardeux dans le film, on ne s'attend pas du tout à le trouver là. Et pareil, son personnage est super bien construit pour le peu de temps d'image, donc j'ai adoré ça. J'ai trouvé le film visuellement très beau. On va avoir beaucoup de plans zénithaux dans le film, c'est un point que j'ai noté. Et je trouve que ça permet vachement de mettre en relief ce côté solitude des personnages dans le film. Les flashbacks aussi dans le film sont vachement intelligents. Je crois qu'on doit en avoir un ou peut-être deux, je sais plus, des flashbacks justement de Suze qui se revoit étant jeune. Et contrairement au dernier voyage, comme je vous disais tout à l'heure, qui cherchait à faire du noir et blanc pour évoquer les flashbacks, ici le film va avoir un aspect assez granulé.
avec beaucoup de grains, les personnages sur le côté seront très flous, on va vraiment centrer l'action sur Suze, comme si elle n'avait aucun souvenir de ce qui se passait autour d'elle, mais qu'elle ne se concentrait que sur elle et l'homme qu'elle aimait à l'époque. Alors le film a un plan vachement beau, à peu près au début du film, où justement Suze et l'aveugle vont chercher à fuir en prenant un escalier en colimaçon, et on va avoir la caméra qui va suivre Suze à la même hauteur, et qui va tourner autour de l'escalier, et on va vraiment avoir cette sensation que Suze ne bouge pas. Et j'ai trouvé ce plan vraiment merveilleux. Et je me suis dit, c'est la première fois que je vois un plan comme ça au cinéma. Les dialogues dans ce film sont vraiment cultes. Il y a beaucoup de punchlines qui sont utilisés. Et même le rôle de Nicolas Marié, du coup, qui va jouer l'aveugle, est vraiment pertinent. Je trouve les running gags vraiment très forts autour de ce personnage. C'est vraiment un film que je vous recommande d'aller voir. C'est pas de prise de tête, c'est une excellente comédie dramatique. Le film, je vous préviens, m'a fait verser des larmes. La fin du film m'a vraiment attristé pour le coup. J'ai hésité à aller le revoir. Je me suis dit que peut-être plus tard, si l'occasion se représentait, et une fois que j'aurais peut-être un petit peu oublié les tenants et aboutissants des histoires, j'irai revoir ce film, parce que c'est un vrai coup de cœur en ce début d'année 2021. Donc je vous recommande d'aller voir Adieu les cons de Albert Dupontel. Enchaînons maintenant avec le dernier film que je suis allé voir cette semaine, c'était il y a 2 jours, The Father de Florian Zeller. You know, it's been going on for some time. It's me. Anne? Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. Ah. Ce film m'a littéralement laissé sans voix pendant 2 heures après être sorti de la salle. J'avais jamais ressenti ça devant un film. The Father, réalisé par Florian Zeller et adapté de sa propre pièce de théâtre intitulée Le Père, sorti en 2012. Déjà à l'époque, les critiques étaient unanimes. The Guardian, The Times avaient qualifié la pièce comme étant la pièce de théâtre de la décennie. Donc clairement, le film partait sur de bonnes bases. The Father nous raconte donc l'histoire d'Anthony, un octogénaire vivant seul dans son appartement à Londres. Anthony est malade, Anthony est souffrant, Anthony souffre de troubles de la mémoire. Il perd beaucoup ses affaires, notamment sa montre. C'est pourquoi sa fille, Anne, jouée merveilleusement par Olivia Colman, est là pour l'aider. Sauf que Anne va pas tarder à partir de Londres. Elle va être contrainte d'habiter à Paris avec son mari. Et comme elle veut pas laisser son père tout seul, Anne va faire appel à des aides-soignantes. Sauf qu'Anthony a déjà eu une mauvaise expérience avec la précédente aide-soignante. Anthony pensait justement que c'était cette aide-soignante qui lui volait ses affaires, sa montre, qui déplaçait les affaires dans son appartement. Donc Anthony dit non, je m'en sors très bien tout seul, ça sert à rien de faire venir une aide-soignante. Sauf que Anne, sa fille, voit très bien que son père est souffrant et ne peut pas se permettre de le laisser seul. Donc le scénario du film va être vraiment axé autour d'Anthony, de sa maladie. Le film va être une véritable perte de repères. On va vraiment être amené à se demander, est-ce que cet appartement est vraiment l'appartement d'Anthony, ou est-ce que c'est l'appartement de sa fille? Est-ce qu'Anthony est vraiment malade, ou est-ce que sa fille essaye de le manipuler pour voler ses affaires, puisqu'Anthony semble un petit peu riche? Est-ce que l'aide-soignante elle-même essaye de voler Anthony? Donc vraiment, le film est construit d'une certaine façon à ce qu'on se demande pendant les 3/4 du film si Anthony est vraiment malade ou si on n'essaye pas de lui monter un coup pour voler ses affaires. Mais le film fonctionne à merveille. Le montage qui a été appliqué sur ce film est vraiment unique en son genre. J'avais vraiment jamais vu ça dans un autre film. Il y a une scène en particulier, pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui n'ont pas vu, je préfère pas vous spoil. Ceux qui ont déjà vu la scène du poulet dans le film, j'avais jamais vu ça dans un autre film. Pendant le film, je me suis dit, mais je deviens fou ou c'est moi qui déconne ou... Franchement, ce film est brillant. J'ai pas d'autres mots pour qualifier ce film. Anthony Hopkins joue à merveille dans le film et son Oscar est totalement mérité. On s'attache vraiment au personnage, on s'identifie clairement à lui pendant tout le film. Quand le personnage se met à pleurer, on pleure. Quand le personnage est joyeux, rigole, on va rigoler avec lui. Et on a vraiment de la peine pour lui tout au long du film. Et j'ai vraiment souvenir des 1h30 qui sont passées super vite. À la fin du film, j'étais cloué sur mon siège. Et quand le rideau est tombé, que la salle s'est mise à applaudir le film, moi j'étais comme un con au fond de mon siège, les larmes aux yeux, et je pouvais rien faire d'autre qu'applaudir. Ouais, le film est brillant, vraiment. Le film se déroule vraiment dans un huis clos. Tout le film se déroule dans l'appartement d'Anthony. Anthony ne sort quasiment jamais de son appartement, les autres personnages non plus. Et le travail fait sur les décors du film est spectaculaire. J'ai vu que la directrice des décors était justement celle qui avait travaillé sur des films comme Justice League, The Avengers, Doctor Strange. Et là, on vient sur un film beaucoup plus terre-à-terre.
Et le travail des décors est vraiment indispensable pour ce film. Donc si c'est un point que vous aimez beaucoup dans les films, vous allez adorer ce film. Comme je vous disais, le film est vraiment triste, souligné par la musique de Ludovico Einaudi, qui vraiment a son rôle à jouer dans le film. Un piano très fort, très lancinant, qui pendant tout le film va vraiment rythmer le montage et rythmer les émotions jusqu'au dernier plan. Alors moi, ce film, c'est un film que je recommanderais à tout le monde d'aller voir au moins une fois en salle, au cinéma. C'est vraiment une claque, hein. J'avais vraiment pas ressenti ça depuis un petit moment au cinéma. Mais pour ceux qui auraient vraiment peur des troubles de la mémoire, de l'amnésie, ce film peut vraiment laisser une trace indélébile dans vos cerveaux. Donc voilà, vous êtes prévenus, ce film, c'est un véritable crève-cœur pour le coup, mais c'est un film exceptionnel, donc je peux que vous recommander d'aller le voir. Les acteurs sont bons, la musique est bonne, les plans sont vraiment très travaillés. J'ai adoré ce film, ça faisait peut-être 2-3 ans que j'avais pas vu un film aussi impactant au cinéma. Donc allez voir ce film, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Si je devais en choisir qu'un parmi la liste, ça serait celui-là. Libre à vous d'aller voir ou non les films dont je vous ai parlé aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez en discuter, si jamais vous avez des questions sur les films, n'hésitez pas à me le dire justement dans l'espace commentaire. En tout cas, moi, je reviendrai très vite vers vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux films. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao!